administration publique là, ou encore objectif gouvernement. Donc, il dit que la première phase, c'est que c'est la phase d'élaboration, et à cette phase, le pouvoir exécutif établit le plan budgétaire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on souhaite faire en termes de dépenses, en termes de ça, qu'est-ce qu'on a comme objectif économique, objectif social et même politique à l'intérieur du budget, parce que n'oubliez pas, c'est que quels que soient les types d'objectifs, pour réussir, il faut ou bien il faut qu'on dote des ressources. Et les ressources économiques passent à travers les budgets en quelque sorte. OK? La deuxième phase, c'est la phase d'approbation et d'adoption du budget. Donc, d'abord, on élabore, on écrit un document, donc les grandes lignes du budget. Deuxièmement, il faut que le budget soit, et je peux dire, et les jeunes ont approbation et adoption. Donc, de ce fait, dans ce cas, qui est-ce qui a adoption budget? Qui est-ce qui a adopté budget et qui est-ce qui a adopté budget? C'est par le pouvoir exécutif, mais comme nous avions vu dans le coup passé, c'est le pouvoir législatif à travers un vote. Pourquoi à travers les votes? Donc, vous voyez, on dit que l'organisme législatif débat, ça veut dire les parlementaires se réunissent entre eux et il y a débat sur le budget. Quels sont les objectifs du gouvernement à travers le budget? Qu'est-ce qu'est-ce que le gouvernement prévoit en termes de recettes, en termes de dépenses? Est-ce que c'est correct par rapport aux différentes lois relatives au budget? Parce que plus la Constitution, il y a loi de règlement, etc., il y a des lois de finances, tout ça, pour regarder est-ce que c'est correct par rapport à tout ça, la loi a dit, sous cadre et prévision recettes dépenses. Et si ça arrive qu'il y a des modifications à faire, donc on fait une modification. On demande au gouvernement de faire des modifications. Et une fois tout est correct, donc le Parlement approuve les budgets ou encore le plan budgétaire. Et puisque c'est approuvé par le Parlement à travers des votes, ou à travers une séance de vote, ou des séances de vote, puisqu'il y a deux, vous connaissez, il y a deux corps au niveau du Parlement. Il y a et la Chambre des députés, il y a la Chambre du Sénat. Donc, chaque chambre, ça a bien pour voter budget. Donc, s'il vote dans une, il va voter dans l'autre là, ça veut dire si ça arrive que le voter, il va jouer un vote qui est favorable, automatiquement, il y a bien pour tourner le gouvernement pour modification. Et troisième phase, c'est la phase d'exécution. Qui exécute le budget? C'est par le Parlement, mais de préférence, c'est le pouvoir exécutif. Quand on dit exécute, donc le pouvoir exécutif va mettre en œuvre le budget. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu comme recettes et des dépenses, automatiquement, on va passer à l'action. Donc, dans ce cas, on dit que le gouvernement met en œuvre le budget. Donc, c'est le gouvernement qui élabore, c'est le gouvernement qui exécute, mais c'est par le gouvernement qui approuve le budget. Le budget est approuvé par le Parlement ou encore le budget est autorisé par le Parlement à travers des séances de vote. OK? Et la dernière phase, après l'exécution, le budget passe dans une phase de contrôle pour voir est-ce que tout ça qui est prévu à fait, est-ce qu'il est fait vrai. Là, nous passons dans une phase de contrôle. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle et la reddition de compte. Donc, si ça arrive que tu dis à faire au port de paix en un budget et il t'a coûté 300 millions, donc il va regarder est-ce que réellement les 300 millions ont été dépensés. S'il était dépensé, est-ce qu'il est dépensé pour faire ça, il t'a dit qu'a fait là. Et si ça arrivait que oui, dépensé, et Léal fait une évaluation de ça que tu as fait, il n'est pas fait, automatiquement, on va questionner les responsables, on va questionner le gouvernement par rapport à cela. Il est ça, parce qu'il y a des enquêtes qui ont mené, etc., pour regarder qui s'est passé, et il va révéler le gouvernement, notamment au niveau du Parlement, pour bailler
des comptes rendus et comptes rendus sous et dépenses qui fait dans un budget en quelque sorte. Donc, c'est les quatre grandes phases du budget. C'est la phase d'élaboration où le pouvoir exécutif établit le plan budgétaire. La deuxième phase, c'est la phase d'approbation, quoi, c'est la phase de vote, en fait, où le pouvoir législatif, à savoir le Parlement, débat, modifie et approuve le budget après, et la phase d'exécution où le gouvernement, à savoir l'administration publique, met en œuvre le budget en question et à la fin, le budget passe à une phase de contrôle où on va regarder est-ce que tout ça que tu prévois au fait, et si au fait, est-ce que au fait selon les normes, est-ce que au fait selon ce que dit la loi en quelque sorte. Est-ce que c'est clair, les amis? Balle en pile, Oui, hein? mais moi-même, oui, par contre, pour l'autre monde. Il faut poser des questions parce que c'est un peu sensible, cette partie-là, et c'est extrêmement important pour vous. Oui, parce qu'il n'y a pas de question là-dessus. Mais vous allez voir un peu, pour ne pas parler plus en détail, en parlant de étapes d'élaboration. Est-ce que c'est bon en termes de phase? On va continuer. OK. Et l'autre, Mounio, quand c'est correct, il faut me donner un tiers pour me dire, prof, c'est correct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser parce que il faut animer le cours. Est-ce que c'est bon? OK. Ouais. Si c'est bon, on avance. J'aime te dire, c'est un chapitre qui est plus important dans le cours. On a et sous regarder ça, observer ça. Et maintenant, passons aux étapes de préparation du budget ou encore on est capable de dire étapes d'élaboration du budget. Ça veut dire, pour arriver, moi, il y a monde qui monte sur nom Peterson, je ne sais pas c'est qui exactement. Qui est ce monde qui monte sur nom Peterson? C'est qui? Ah, pas pour l'autre. Tu as tellement de téléphones, mon cher. Vous changez de téléphone d'un moment à l'autre. OK? Maintenant, nous sommes dans l'étape, nous avons quatre grandes étapes, quatre grandes phases de préférence. Mais maintenant, on est passé dans l'étape préparation budget. Donc, les budgets préparés pour le vivre dans le budget, quelles sont les différentes étapes? C'est extrêmement important. Regardez. On dit que les différentes étapes de préparation du budget sont, donc, pour préparer le budget, il y a plusieurs étapes. La première chose à faire, c'est ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Quand on parle de cadrage macroéconomique, là, on est plutôt dans la traduction d'une vision, d'un objectif. OK? Prenons, pas oublier que budget, c'est que c'est arriver, faciliter, atteindre ton résultat. Est-ce que vous comprenez? Le budget, ça. Budget, c'est moyen qui facilite le gouvernement capable d'atteindre un résultat qu'il fixe. Et pour que l'atteindre le résultat, il est obligé de mobiliser des ressources. OK? Et les ressources mobilisées à partir d'un instrument qu'on appelle le budget. Et sans le budget, il n'y a pas de possibilité de mobiliser des ressources et même dépenser les ressources. Même un sou, pour dépenser un sou, il faut que ça te prévoie dans le budget. Il faut que le gouvernement ait une autorisation du Parlement pour exécuter cette dépense. Par exemple, pour acheter des équipements pour la police, pour acheter des équipements pour l'armée, tout et tout, il faut qu'il y ait une autorisation. Bien sûr, ça c'est d'après la loi. Hein. OK? C'est principe la loi. Maintenant, si pas un Parlement, automatiquement, il y a un budget, mais budget, ça, c'est un budget qui est considéré comme une loi, mais qui est plus considéré comme un décret, en quelque sorte. Parce qu'on n'a pas besoin de vote, il y avait une bénédiction au Parlement à cause pas du Parlement. Donc, regardez.
On te dit que le budget sont moyens pour atteindre un résultat. Prenons. Le gouvernement dit pendant cette année-là, l'objectif, c'est arriver à réduire le taux de pauvreté dans le pays de 2% ou de 5%. Ça veut dire, si tu as 100 personnes qui sont en pauvreté, il faut que les diminuer de au moins 5, et de 5. Ça veut dire qu'on réduction de 5% de la pauvreté. Ça, c'est un objectif, là. OK, mais maintenant, comment traduire objectif ça, vision ça, en chiffres? Comment capable de mettre son forme de politique, son forme de, en forme de plan? Et traduire son forme de plan dans le budget, c'est ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Donc, s'il faut faire, donc les économistes vont réunir entre eux et puis regarder si ça arrive que c'est l'objectif, quel secteur qu'on devrait toucher, qu'on devrait prendre en compte. OK? Pour arriver au résultat. Ça, c'est le cadrage macroéconomique. Donc, le cadrage macroéconomique permet qu'on établisse les grandes lignes du budget. C'est la première chose. Et qui est-ce qui fait travailler ça? C'est les économistes. Et il y a un cours que j'avais à l'université qui avait qu'on appelle le budget économique. Le budget économique permet qu'on fasse le cadrage macroéconomique. Ce n'est pas le budget en soi, mais c'est un cadrage macroéconomique. Je permet de traduire les objectifs ou qu'on a la vision pour une année d'un gouvernement en des chiffres concrets. Mais bien sûr, de façon simple et claire. OK? Après avoir fait, par exemple, si nous avons une lettre de cadrage, d'après c'est montré nous, et comment ça se fait? Moi, est-ce que je vais là, si je pas pour montrer nous rapide, sinon, montrer nous dans l'autre prochain fois pour montrer nous comment on l'aide de cadrage fait. C'est ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Ça, c'est posé parce que je crois qu'il y a un ami de la Banque mondiale, Banque centrale, qui m'a envoyé ça. Je vais regarder. Je crois que mon ami, là, est-ce que c'est Dia ou Wifa qui m'a envoyé ça? Je vais regarder sur mon WhatsApp. Facilement, là. Mais je crois que j'ai une lettre de cadrage. Je vais vous montrer ça après. OK? Donc, pour que nous capables voir à quoi ça ressemble. Donc, ma pas fait me songer pour me montrer non, ça ressemblait en lettre de cadrage et en budget ou après qui différence. OK. Bon. Mais le plus important, on dit que l'aide de cadrage là ou encore cadrage là permet que je traduis objectif là en des chiffres concrets. C'est comme si vous présentez de façon, euh, chiffrée. Mais à travers des grandes lignes. Ce n'est pas détaillé, mais on dit tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, voilà. Automatiquement, on fait l'aide de cadrage là qui permet que vous plus ou moins traduit l'idée en chiffres dans un plan. Vous pouvez faire ça au lieu des prévisions de recettes et des dépenses. Donc maintenant, s'il faut taxer, quel secteur qu'on devrait taxer le plus, quel secteur qu'on devrait taxer le moins, et quelles possibilités existent dans ces différents secteurs-là. Est-ce qu'on peut taxer ça beaucoup plus que ça, etc. Quand la jeune capable de venir là, etc. Quel genre de la jeune capable de faire? Ça, c'est prévision des recettes. Donc, par rapport à l'objectif, est-ce qu'on devrait taxer tel secteur? Parce que, pas oublier, on dit que le budget a fait à partir d'un objectif. Si un objectif, il faut que même notre taxation, donc c'est objectif qui a guidé la taxation, en fait. Et non, si on dit on veut réduire le taux de pauvreté de 2%, qu'on n'est pas capable de dire qu'une population que majoritairement quand vivent dans des zones de province et les gens qui peuvent aussi dans la zone de province ou dans la zone en dehors, oui, après ça va taxer l'activité agricole beaucoup plus. Là, on va voir que action, opération qu'on fait, les différents objectifs là. Et ça peut pas voir que qu'on y a tout ça capable de faire augmenter le taux de pauvreté, ça agit sur eux.
ouais, et tout ça qui va contribuer, il a agi sur le tout. Et c'est ça, objectif-là. Donc, même de façon économique. Et ça fait son instrument d'influence. Et on va faire des dépenses, mais on fait recette là. Donc voilà, je vais trouver ton argent ici, il sort le temps. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec? Quelles sont les actions à mener? Donc je vais construire des écoles, je vais construire des déchets, etc. Donc par rapport à l'objectif, c'est peut-être le secteur social qui pourrait être la priorité dans ce cas. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est la réduction de pauvreté, c'est donner à manger à tout le monde, c'est donner du travail. Donc, il faut favoriser les secteurs qui pourraient, bien sûr, encourager tout ça. Est-ce que vous voyez? C'est la santé qu'il faut. Bon, c'est l'éducation. Est-ce que c'est l'éducation? On veut augmenter le taux de l'éducation. Là, il faut attaquer l'éducation. Il faut allouer une forte somme à l'éducation, au ministère de l'Éducation nationale, au, au, à l'IEH, tout ça. Et c'est tout ça qui parle des tennis, c'est ça qui fait que c'est toujours une vision, un objectif donc, traversé dans un budget. Même ça, ouais, c'est chiffre. Et maintenant, après avoir fait des prévisions des recettes et des dépenses, automatiquement, tout gouvernement en soi pourra le gagner pour y chita ensemble. Je te comprends. Donc, il y aurait ça conseil des ministres. J'avais bien précisé ça dans le coup passé. Il n'aime pas du conseil des ministres, c'est lorsque le gouvernement ou encore les ministères se réunissent entre eux pour décider sur une question d'intérêt public. Donc, quand il n'y a plus que budget lui-même, les fins élaborés, ça veut dire toute prévision ou cette dépense faite. Maintenant, tout ministère te bail, voilà, mais ça me souhaitait. Maintenant, on va chita ensemble pour regarder tout bail ensemble. Il est ça qu'on a chaque ministère pour gagner pour que vous bail à vie par sur tout ça fait là. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct pour vous? C'est correct, c'est correct. Et tout par rapport avec champ d'action et compétences. Et si c'est correct, donc le budget est adopté est adopté par le gouvernement. En conseil des ministres, bien sûr. Et n'oubliez pas, quand on dit conseil des ministres, le président est là, sur la table. Et c'est le président qui préside le conseil des ministres. Est-ce que donc d'abord, il faut que le gouvernement entende ce budget avant qu'il ouvre le Parlement. Ça, c'est la troisième étape. Donc, puisque le gouvernement soit fini, il est correct. Donc, il dit, bon, c'est correct pour moi, c'est correct, c'est correct. Donc, automatiquement, le gouvernement va envoyer ou qu'on va transférer, si on utilise de préférence ce terme, le budget au niveau du Parlement. OK? Donc, il va transférer le budget au niveau du Parlement. C'est ce qu'on appelle la soumission par devant le Parlement. Il est ça. Donc, et Premier ministre là, ou bien ministre économie et finance avec l'autre ministre a débarqué en bas et puis a porté le budget à bas et Parlement. Et les parlements finissent recevoir budget. Qu'est-ce qui va se passer après? Automatiquement, au niveau du Parlement, ce que vous devriez savoir, monde qui pas fait politique même mieux, pas des radios même mieux, ce que vous devriez savoir, bon, période pas nous, peut-être les nous dans l'économie, pas de parlement en Haïti, peut-être des débats, etc., pour nous comprendre de série de bagailles, c'est qu'au niveau du Parlement, il y a plusieurs commissions. Il y a commission et économie, peut-être économie et fiscalité ou bien administration et économie, il y a commission juridique, il y a commission éducative, il y a commission sociale, etc. Donc, commission, ça c'est des commissions qui sont formées par des parlementaires qui ont des compétences dans un domaine quelconque. Par exemple, sur une commission économique, tout parlementaire qui a des formations en économie, en finance, etc., donc dans la commission économie et finance. Donc, tout parlementaire qui
ont des expériences ou encore des formations en éducation, non, éducation et sociale, je ne sais pas. Tout le monde qui a des formations en droit automatiquement dans la commission juridique. Il y a ce que, il va le voyer, l'air que le budget arrive dans le Parlement. Donc, toute commission qui a même une compétence pour analyser le budget, la passer dans le pour analyser. Et là, au finaliser, il y a soumettre rapport par chambre des députés ou par Sénat parce que la fête dans tous les deux. Donc, ouais, la chambre des députés d'abord. Et après, au fin de soumettre lui, qu'on y a, il va bien pour passer au vote. OK? Et à passer au vote, qu'on y a les actes tout parlementaire pour gagner pour voter. OK? Et après travaux, il y a voté. Et automatiquement, il finit de voter. Donc, c'est le travail de la Chambre des députés déterminé là. Maintenant, on a le deuxième travail là pour le fait au niveau de la Chambre du Sénat. Au niveau du Sénat. Ça veut dire que ça, c'est que même travail qui est fait au niveau de la Chambre des députés, ils ont analysé le travail sur lui, commission qui est responsable là, et il a fait même barrière là entre les sénateurs, il a fait même barrière là, et après, il va le passer au vote. Et si ça arrive que le Sénat a voté, donc, quand elle a fini là, et le reste, c'est de transférer maintenant le budget voté au, au gouvernement. Et les ça, ouais, automatiquement, il faut mettre des travaux, et puis, il vote par les deux chambres, donc ça m'a déjà parlé, parce que j'ai tout dit là, parce que chaque chambre a voté à part, ils vont voter ensemble, chaque monde vote à part. Et puis après vote, etc., donc il transféré by gouvernement et automatiquement, il va faire ça, la promulgation et la publication. Puis ça, ce qu'avait dit promulgation, la promulgation, c'est l'apposement de la signature, encore des signatures. Donc, le gouvernement, notamment le président de la République, a bien pour signer budget qui est voté, et les ministres, etc., qui est pour voter pour signer budget. C'est la promulgation. La promulgation, c'est signer. Et après, il va y pour publier. Publier de qui côté? Le budget ou encore tout acte du gouvernement est supposé voter pour que l'officiel. Pas voter, non, il est supposé publier pour que l'officiel. Publier qui côté? C'est publier dans le journal officiel du pays. Dans le cas d'Haïti, c'est le moniteur. Donc, c'est ça. Et après le film publié, donc automatiquement, le budget devient automatiquement exécutif. Ça veut dire qu'il est capable d'exécuter considérablement. Après, il film publié, donc peut-être après 24 heures ou 48 heures, automatiquement, le gouvernement pourrait faire des actions relatives au budget qui a été voté au niveau du Parlement. Si c'est un retour fait, tu as commencé à mobiliser, si il y a une taxe qui peut taxer, commencer à taxer le monde relativement avec ça qui dit dans le budget qui voté. Mais si ça arrive qu'il peut qu'on vote, il peut qu'on vaille, il ne peut pas faire rien, même si il va faire. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on acte juridique qui autorise l'action. Est-ce qu'il n'y a pas de question, mes amis? Non. Il n'y a pas de question, c'est compris? Pour les 7 étapes de la préparation du budget de l'État? Tout le monde, tout le monde te comprend? Ça veut dire, pas de question même. Côté mon économie de la Banque mondiale. OK. Si pas de questions, on avance. Donc, c'est les 7 étapes. D'abord, c'est le cadrage macroéconomique, c'est la prévision des recettes des dépenses, c'est adoption en Conseil des ministres, c'est soumission par devant le Parlement, travaux en commission
de la Chambre des députés, travaux en commission de la Chambre du Sénat, vote par les deux corps du Parlement et c'est la promulgation et la publication. Donc, quand on dit promulgation, je viens de dire, c'est l'apposement d'une signature et la publication, c'est fait que le budget est publié officiellement dans le journal et pays. Et puis, c'est l'exécution qui, c'est la mise en œuvre. Ok, comment tu poses une question là? Comment tu dis, Marcelin dit, m'a suivi même dans la rue, on ne peut pas parler. Ok, c'est quoi? C'est bon. Ok, on continue. Ça chauffe un peu, c'est beaucoup de choses et c'est très sensible, donc n'oubliez pas de les maîtriser, c'est extrêmement important pour vous en tant qu'économiste. Là, on va parler un petit peu de différentes étapes du budget. Ça veut dire, on a un budget, donc le budget, par différentes étapes, on différentes parties. Donc, le budget a plusieurs parties qui constituent. Donc, quelles sont les parties du budget? Le budget a deux grandes parties. D'abord, il y a la partie des recettes qu'on considère comme les ressources prévues par le gouvernement. Pas oublier que me dit tout le budget, c'est un acte prévisionnel. Ça veut dire c'est pour l'argent là, mais c'est l'argent prévoit pour entrer au cours d'une année fiscale ou encore de l'exercice fiscal. C'est par l'argent que l'État a gagné. Il a dit, bon, pour l'exercice fiscal, donc le budget, c'est 200 milliards de gouttes et pour prétendre que son propre que l'État gagne dans la caisse. Non, c'est comme que l'État prévoit pour l'entrée, pour le faire des opérations au cours de l'exercice. Donc, quand ça, dans le budget, il y a deux parties. Il y a les recettes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il dit que pour mener à bien sa mission de producteur de biens publics, parce que quand on dit l'État, c'est lui qui produit les biens publics, c'est lui qui offre le bien public. L'État doit disposer des fonds nécessaires. Et dans ce cas, l'État dispose de deux catégories de fonds, encore deux catégories de ressources. Il y a les ressources de nature interne, il y a les ressources de nature externe. Les ressources internes, ce sont les ressources qui sont collectées sur les activités intérieures de l'économie nationale. Donc, c'est les ressources, c'est les impôts et les taxes. Heureusement, c'est enregistré là parce que c'est beaucoup de choses. Les ressources internes, ça veut dire les recettes internes de l'État, ce sont les impôts et les taxes qui sont collectés sur les activités internes de l'économie nationale. On appelle ça les ressources internes de l'État ou encore les recettes internes de l'État. Donc, qui est-ce qui collecte? Qui est-ce qui collecte? Donc, c'est les impôts et les taxes collectés par la OK? Collectés par la DGI. Donc, c'est par la DGI interne, c'est par la DGI. OK? Et les recettes externes, c'est les recettes de l'État qui, eux-mêmes, prend sur les activités extérieures de l'économie nationale. Ça veut dire c'est toute activité avec le reste du monde que l'État taxé. On appelle les ressources externes de les recettes externes. OK? Et dans la partie, ça va comprendre si bien les. Nous simplement entrer dans le bis moun nous craser ça yo. Le patron, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça fait macaque. Ben là, au moins, mais c'est bon, Jean. Jean-René a baillé des ordres. OK? On continue la fête discussion. Donc, ce fait, c'est que les ressources et les recettes internes collectées sur les activités intérieures, ça veut dire sur les activités des résidents. Les recettes externes, c'est toute taxe l'État collectée sur les activités des non-résidents. OK?
On va aller, continuer. On regarde. Voici les recettes internes. Quels sont les éléments qui constituent les recettes internes de l'État? D'abord, nous avons les impôts sur les revenus, c'est ce qu'on appelle IRI, mais IRS, c'est impôt sur le revenu, comme d'impôt sur le revenu individuel aussi en comptabilité, ou le IRI, impôt sur le revenu individuel. OK? Ça veut dire c'est tout l'argent que vous payez l'État sur votre salaire, sur votre rentrée, sur votre revenu. Par exemple, moi, je travaille, donc à la fin, oh my God, à la fin de l'exercice, je devrais payer un montant à l'État sur mon compte, en fait, sur mon salaire ou sur mon revenu. Je devrais déclarer tout et comme ça, l'État lui-même la prend ça pour lui. S'il ne pas te prendre déjà, mais s'il te prend, s'il pas te prend assez. OK? Ça, c'est. Mais, valez pas avec Abdi là, mais Kounia, c'est Kounia donner la pente. Et en tout cas, pas tout. Et donc là, c'est les impôts sur le revenu. C'est la première source de recettes internes de l'État. Deuxième source, nous avons les taxes sur les chiffres d'affaires, c'est ce qu'on appelle le TCA. Donc, la TCA, c'est une grande de la taxe. La TCA, c'est une taxe que l'État prend sur les échanges de produits. Donc, pour acheter un bidon de l'eau, il y a une taxe payée qui est de 10% à l'État. On appelle ça la TCA. OK? Nous avons aussi droit d'accise. Qui ça, droit d'accise là? Le droit d'accise, c'est taxe que vous payez Connecté sur l'alcool, vous faites ça. sur alcool avec tabac. Donc, c'est une taxe précise que l'État prend sous produit ça. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui nuisent à la santé. Donc, il y a une taxe qui est beaucoup plus élevée qu'on paye sur eux par rapport à si on va acheter de l'eau. Donc, c'est surtout pour décourager un petit peu la consommation et pour rendre que ce n'est pas quelque chose qui est trop abordable, mais ça devrait être un peu luxueux parce que ce n'est pas trop bon pour la santé. Nous avons aussi les transferts des entreprises publiques qui sont l'autre source de recettes internes de l'État. Ça veut dire que ça? On appelle ça le TEP. C'est que ça, c'est que pas oublier que l'État gagne des entreprises publiques. Entreprise publique, c'est une entreprise qui offre un service marchand, mais qui appartient à l'État. Ça veut dire le capital investi de préférence, donc les capitaux investis, donc il appartient à l'État. Ce n'est pas au secteur privé, mais c'est à l'État. Par exemple, si on prend le cas des EDH. Donc, entreprise, à la fin de l'exercice, il est capable d'occasionner un profit. Si on fait un profit, automatiquement, profit ça pour aller directement joindre le trésor public pour continuer, pour financer le budget de l'État. Et c'est ça, les transferts des entreprises publiques. Donc, ce prend DINEPA, ce prend APN, ce prend AN, ce prend EDH, ça se prend NATCOM, parce que l'État compartit dans NATCOM. Donc, tout profit que l'État fait en entreprise, il y a directement joué un trésor public pour financer les dépenses de l'État. Donc, ça constitue une source de recettes de l'État qu'on appelle transfert des entreprises publiques. Il y a tant d'autres sources de recettes, par exemple, il y a impôt locatif, tout ça, il y a tant d'autres taxes. Donc, tout ça constitue ce qu'on appelle les recettes internes de l'État. Même pour ça qui est plus connu. Et puis, toute l'autre chose, depuis ces taxations que l'État fait, donc sur vous, que ce soit légalisé, en permis, etc., tout ça fait partie des recettes internes. OK, c'est bon? Mais ça, c'est les grandes sources. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que je suis correct, mes amis? Ok. Et ça économique après. Et deuxième catégorie de recettes de l'État, c'est les recettes douanières. Ça veut dire c'est tout droit de douane que l'État lui-même les prend sur les activités de l'économie nationale avec le reste du monde. Que ce soit l'import, que ce soit l'export, si seulement si il taxe export. Parce que généralement, en pays, il va taxer les exports. Il taxer les préférences, les imports. Donc, toute taxation qui est faite au niveau des frontières, que ce soit l'e-port, que ce soit l'aéroport, c'est les recettes douanières. Donc, si je vais aux États-Unis, même passer dans AN, il faut payer une taxe, il laisse ça un droit de douane. Si je achète un produit aux États-Unis pour l'entrée à Haïti, je devrais payer quelque chose, on appelle ça droit de douane. Avec qui que j'ai payé ça, j'ai payé, je l'ai payé ou je l'ai payé à l'AGD, qui est l'Agence générale des douanes, Administration générale de défense. AGD, c'est la douane, c'est Administration générale des douanes, comme la DGI, qui est la Direction générale des impôts. Est-ce que c'est bon? Donc, externe, c'est AGD, interne, généralement, c'est la DGI. Est-ce que moi? Est-ce que je suis correct? On tire expliquer recette externe pour moi, s'il vous plaît. OK. On dit recette externe, c'est toute taxation que l'État fait, encore toute recette que l'État fait dans le cadre commercialisation, dans le cadre échange payé avec le reste du monde. Par exemple, un produit qui a quitté Haïti qui peut aller aux États-Unis. Donc, il y a eu des taxes à payer. Au niveau de l'aéroport, des Port-au-Prince, encore au niveau des ports. Que ce soit au Gonaï, que ce soit Saint-Marc, Port-de-Paix et au Cap, que ce soit Nip, que ce soit Sud. Donc, depuis que c'est un produit qui traverse les frontières, toute taxe qui prend sur l'île, il former les recettes externes. Et qui est son pays? Au pays avec la douane. Ce n'est pas la DGI auprès de la frontière. Il n'y a pas de DGI auprès de la frontière. Donc, auprès de la frontière, au niveau des frontières maritimes, terrestres, etc., c'est toujours la douane. OK? Mais la DGI, c'est sur les activités intérieures. Et ça fait que tout DGI est considéré comme les recettes internes. Par exemple, l'imfinante produit à qu'on a vendu dans le pays, toute taxe qui apprend qu'on a dans le pays, là, c'est égal constitue en recette interne. Est-ce que tu comprends? Mais pour me tenter à l'accès, c'est la GD à travers un frais que je devrais payer. C'est la douane. Est-ce que tu comprends? C'est bon? Oui. Donc, c'est les deux qui forment les recettes de l'État. Donc, si déjà il collectait 100 millions, la douane collectait 80 millions, automatiquement, l'État a une recette pour année de 180 millions d'euros. Donc, les recettes totales de l'État, c'est les recettes internes plus les recettes externes. I'm good? Oui. OK. On avance. Ça, c'était la première partie du budget, qui était les recettes, qu'on voit les recettes internes et externes. Et Donald, you got a question for me? Tu as une question pour moi? C'est concernant recette externe dans chez Met. Alors, moi, j'ai un petit éclaircissement tableau fait pour moi. Par exemple, est-ce que, par exemple, je sorti ici avec un produit et pour m'entrer aux États-Unis, est-ce que c'est un seul recette pour ma besoin de payer? Est-ce que m'a payé non seulement à Haïti ou bien m'a payé et on l'autre fait les moyens aux États-Unis avec produit? Ouais, généralement, on a payé deux, mais ça a toujours arrivé qu'on pas payé pour quitter Haïti avec. Ça dépend de qui produit. Ça dépend de quelle politique pays. Parce que généralement, le pays n'a pas taxé un produit qui a quitté le pays. Pour ça, parce que
dans la politique économique, là, il y a favorisé l'exportation. Parce que pas oublier qu'on favorise l'exportation. Favoriser l'exportation, c'est favoriser une économie qui est plus productive. C'est favoriser une augmentation de la production nationale. Donc, pour une raison ou une autre, notamment économique, il a décidé par taxo l'autre quitter pays à produire. Ou bien si au taxo, on va être très faible. Mais on peut surtout payer, c'est leur entrer aux États-Unis à produire parce que les États-Unis devraient protéger son économie par rapport au reste du monde. D'accord. Surtout, il est supposé protéger l'agriculteur ou encore il est supposé protéger toute entreprise la Kaili contre concurrence extérieure. Donc, c'est la taxe très haut pour que le produit alors en travers, il vienne plus cher. Et ça que la Kaili a pour décourager en travers dans le pays. Donc, si ça a une hypothèse que ou achète ton maillot à Haïti, ou achète maillot à Haïti, on va rentrer aux États-Unis. Et puis, l'on va rentrer aux États-Unis, au taxe au maillot a taxé $10 américains. Et puis, dans Haïti, là, on vient taxer, on vient $20. Quand il y a même maillot, ça, là, on vient dans le store aux États-Unis, une entreprise américaine qui fait maillot, ça, elle vend $15. Pour qui ça, d'après le taxe $10? C'est parce que la protéger compagnie qui fait maillot à la Kaili. Ils sont politiques. Mais si ça arrivait que produit ça, c'est maillot, elle pas fait la Kaili, et que son produit que il a besoin dans le pays, il a favorisé le bonhomme. Et ça fait que toute bagarre là, c'est une question de politique. Il est capable de favoriser l'importation de produits, il est capable de décourager l'importation de produits, de même que pour l'exportation. Mais généralement, l'exportation est toujours favorisée parce que c'est pour le bien de l'économie nationale. Mais le pays est en position de concurrence, donc devrait bien sûr protéger son économie vis-à-vis de l'extérieur. Sinon, toute entreprise locale capable de tomber vis-à-vis de la concurrence externe. Ok, c'est bon? D'accord, merci. Okay. Par exemple, quand on est à Haïti, là, il y a exporté machines agricoles où on va presque payer 0%. Et pourquoi d'après vous? C'est dans l'objectif de favoriser la production agricole. Comme Haïti va produire des machines agricoles, donc là, on favorise la rentrée des machines agricoles pour capable rendre que cet agricole-là est beaucoup plus productif. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait taxer très très haut les produits finis de l'agriculture agricole. Donc, comme on a produit bien agricole, il y a une taxe de très haut. Mais ne pas taxer, par exemple, ne pas taxer toute matière première agricole, tant qu'engrais, tant que machine agricole, tout ça. Donc, tout c'est dans l'objectif de favoriser le secteur. Parce que j'aime dire, c'est parce que l'importation est obligée de taxer. Ça dépend de la politique. Donc, on peut le faire juste pour favoriser un peu la production, si et seulement si les produits en question considèrent comme des matières premières qui est nécessaire à la production d'un bien ou d'un service dans un secteur beaucoup, en fait, des secteurs qu'on peut considérer comme un secteur locomotif. Sinon, on va le décourager pour protéger les producteurs locaux ou encore pour protéger les entreprises locales. C'est un petit peu ça. Et le scénario, encore la situation. Est-ce que c'est bon? Ok, donc c'est ça la différence entre les deux, recettes externes et recettes internes de l'État. Et la deuxième élément, ou la deuxième partie, c'est que c'est les dépenses de l'État. Donc, de ce fait, dans le budget, donc, une fois le gouvernement, par exemple, gagne à sa disposition les recettes, donc est-ce qu'il prévoit toutes les recettes automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces recettes-là? Et c'est les dépenses qu'on devrait automatiquement inclure au niveau du budget.
Dans le cas ça, c'est qu'on dit qu'il y a deux catégories de dépenses. D'abord, l'État a des dépenses de fonctionnement, de même des dépenses d'investissement. Quand on est dans le fonctionnement, c'est les dépenses qui assurent plus ou moins la pérennité ou encore l'existence de l'État. Donc, si on est dans un pays, l'État devrait fonctionner, payer les employés, donc attribuer ce qu'on appelle les traitements à ces différents employés selon leur poste, selon leur, euh, leur hiérarchie, mais aussi l'État devrait y disposer des équipements comme des machines, comme des ordinateurs, tout ça. Donc là, on est au niveau des dépenses de fonctionnement. Alors aussi, l'État donne des subventions, octroie des subventions à des organisations, à des institutions, bien sûr, qui offrent un service relatif avec une politique que l'État lui-même mettait en place. Et dans ce cas, l'État est capable de bailler des subventions avec une institution ou encore une entreprise, donc cap offrir un service qui peut-être aller dans la même lignée avec une politique gouvernementale. Et dans ce cas, on parle de subventions. Et subventions, ils sont stimulants que l'État utilise pour encourager l'offre d'un bien ou d'un service dans un secteur bien déterminé. Si on prend, il faut favoriser l'éducation. Et dans une zone surtout rurale, il y a des gens qui décident de mettre sur pied des écoles. Donc ça, c'est pas l'État. Donc qu'est-ce que l'État devrait faire dans ce cas? L'État pourrait donner des subventions à ces écoles-là juste pour favoriser favoriser l'offre en quelque sorte. Donc c'est la subvention. Prenons l'exemple de l'Université Valparaiso autrefois, donc qui était bénéficié d'une subvention de l'État. Et dans quel objectif? C'est dans l'objectif que l'État baille un service éducatif et que l'État baille vraiment à la population. Et pour favoriser tout ça, donc le gouvernement, et à l'époque, il avait décidé de donner à l'Université Valparaiso des subventions pour réduire le coût de la scolarité. Donc, c'est ça la situation. Et puis, nous avons les intérêts sur les dettes. Par exemple, l'État lui-même, il gagne des emprunts qu'il fait, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur, mais également auprès des institutions financières nationales. Dans ce cas, l'État devrait payer des intérêts à la fin de la durée. Encore à la fin de la journée, il devrait payer des intérêts. Et donc, les intérêts que paie l'État à la fin de l'exercice ou encore à l'échéance, considère aussi comme un élément des dépenses de fonctionnement de l'État. Donc, il y a les intérêts, il y a les services de la dette. Quand on parle d'intérêt, c'est le montant à payer. Le service de la dette, c'est l'intérêt plus le remboursement qui donne le service de la dette. Donc, c'est les dépenses de fonctionnement. Et salaire et traitement, donc comme tu dis, salaire, c'est le montant qui est payé aux employés, mais traitement, c'est un avantage social qui est bail par rapport à poste. Par exemple, il y a des bons de carburant, il y a des bons téléphoniques, etc. Donc, tout ça, il y a le PDM, c'est le voyage, tout ça, c'est dans le cadre de ces traitements. OK? Ça, c'est dépenses de fonctionnement de l'État au niveau du budget. Mais l'État en tant qu'institution, en tant que... Oui, Charlie. Oui, oui, monsieur, c'est une question moins gagnée. Oui, oui, c'est quoi la question? C'est par rapport avec dépenses, où tu as parlé de l'État, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Étant donné que l'investissement, les offres, il y a un profit sur lui. Par contre, c'est que nous avons mis investissement dans des dépenses. C'est vrai, c'est retiré, mais pour rester dans l'objectif que vous gagnez plus sur lui.
Il y a en fait, pas oublier que l'investissement, c'est aussi une dépense. Ce n'est pas une dépense à fond perdu, mais c'est une dépense. OK? Ça veut dire quoi? C'est que si on fait une dépense, c'est pas qu'on va tout soler, je considère ça comme une dépense tout court. Mais l'investissement, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui a un retour sur lui. Et dans l'État, le retour sur investissement, ce n'est pas un bénéfice ou un profit comme tel, mais de préférence, c'est beaucoup plus en termes d'impact, en termes d'amélioration sociale. OK? Par exemple, si on prend bénéfice d'un investissement public, c'est pas, c'est finalement, c'est pas en valeur monétaire. On ne va pas dire, donc j'avais investi 100 000 et je vais faire, par exemple, 20, 30 000 dessus. Non, c'est pas l'État, c'est pas dans ce cas. Investissement à l'État, c'est fait impact. Ça veut dire, si m'investis 100 000, quel impact que ça fait sur le mode de vie population? Est-ce que ça va améliorer ou est-ce que ça va maintenir le niveau de vie de la population? Donc, l'État, c'est plus en termes d'impact, en termes d'effet. Et c'est voilà ça. Et non seulement si vous avez fait un impact, dans ce sens-là, par exemple, augmenter les taux de scolarité de 2%. Ça, c'est investissement fait pour atteindre l'objectif ça. Mais qu'on y a, c'est que ça peut arriver que pendant que vous faites un investissement, vous souhaitez tout que l'investissement favoriser beaucoup plus recettes tout pour permettre que l'État continue à service. Tout ça, mais ce n'est pas vraiment même gens dans le cadre ou même qui fait un investissement ou attendre que vous faites tant de dollars sur les, etc. L'État, c'est différent. Mais toujours est-il, l'investissement est aussi une dépense. C'est pas une dépense pour pas gagner un retour sur lui, mais c'est une dépense qui a un retour, qui a un impact significatif sur le futur. OK? Est-ce que c'est bon? Yeah. Donc, ici, c'est que deuxième catégorie de dépenses, c'est dépenses d'investissement, comme assez bien précisé Chari, c'est que ici, les dépenses d'investissement, nous avons les immobilisations, nos gains, programmes, projets. Quand on parle d'immobilisation, c'est toute construction que l'État lui-même les fait, que ce soit route, que ce soit pont, que ce soit des places publiques, que ce soit des écoles publiques, que ce soit des installations électriques, des installations technologiques, tout et tout. Donc ça, on est dans l'immobilisation. Donc, et il y a des programmes, par exemple, il y a des programmes de santé, de scolarisation, ok? Donc, vous voyez, tant l'école, vous voyez, hein, permettre que tant on à l'hôpital, c'est toujours l'investissement parce que ça, c'est des dépenses qui favorisent l'amélioration du niveau de vie de la population. Donc, les dépenses d'investissement agissent sur le bien-être population. Mais les dépenses de fonctionnement, ils ne pas agir sur le bien-être population, mais ils permettent que l'État ait été en vie. Donc, de ce fait, en tant que monde qui fait économie, ça qui est important pour appeler un budget, il faut regarder est-ce que dans le budget, l'État prévoit des investissements intéressants pour conclure, pour dire oui, le gouvernement souhaite changer la situation des gens, la situation de la population. Mais s'il n'y a pas vraiment des dépenses d'investissement élevées, ça traduit clair qu'il n'y a pas de gros bagages qui est capable d'atteindre l'État. Ça. Et ça fait qu'il faut toujours regarder quel est le poids des dépenses d'investissement au niveau du budget ou encore au niveau de l'enveloppe budgétaire. Est-ce que c'est bon? OK? On continue. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Maintenant, il y a la notion de solde budgétaire. Ça, c'est très simple. C'est très simple à comprendre. C'est très, très simple. C'est que quand on parle du solde, on voit un résultat. Donc, le solde, c'est un résultat. Donc, le solde budgétaire, c'est
la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Parce que comme vous voyez ici, prenons les dépenses de fonctionnement de l'État, c'est 80, les dépenses d'investissement, c'est 20. Automatiquement, les dépenses publiques prévues dans le budget en question, c'est 100. Et nous avons les recettes publiques, les recettes internes, c'est par exemple 70. Et puis les recettes externes, c'est 20. Ça fait 80. Et dans ce cas, si on parle de solde budgétaire, on va faire la différence entre les deux. C'est recettes moins dépenses et ça va nous donner le solde budgétaire. Maintenant, il y a 3 situations possibles dans le cadre du solde budgétaire. D'abord, il y a la notion d'équilibre budgétaire. On parle d'équilibre budgétaire. On parle d'équilibre budgétaire, c'est lorsque les recettes excèdent et les recettes externes sont égales aux dépenses de l'État. Externes, les recettes totales sont égales aux dépenses de l'État. Ça veut dire, donc les deux se valent. Si les deux se valent, là, on parle d'équilibre budgétaire. Donc l'État a des recettes de 100 et les dépenses de l'État aussi sont de 100. Là, il y a équilibre budgétaire. Alors, on dit que le solde budgétaire est équilibré. OK? Deuxième possibilité, de la deuxième situation possible, c'est qu'il pourrait y avoir un déficit budgétaire. Et quand on parle de déficit budgétaire, c'est lorsque, de référence, les dépenses excèdent les recettes. Ça veut dire les recettes de l'État ne sont pas suffisantes pour compenser les dépenses publiques. Donc l'État a plus de dépenses que de recettes. Dans ce cas, là, il y a un déficit budgétaire. Par exemple, le compte de l'État a dit, l'État occasionne un déficit budgétaire de temps et temps et temps. De temps et temps. Donc, s'il y a un déficit, ça veut dire clair que les dépenses de l'État ont dépassé les recettes publiques. Et s'ils ont dépassé, là, il faut que l'État lui-même prenne une décision pour capable mettre qu'il est égal. Et vous allez voir dans les slides et suivants, qu'est-ce qu'on devrait faire si et seulement si et il n'y a pas d'équilibre budgétaire. Il y a aussi la troisième possibilité, il y a excédent. Donc, le mot excédent, ça veut dire il y a un surplus. S'il y a un surplus, c'est que les recettes ou les ressources excèdent considérablement les dépenses. Il n'y a plus de recettes que les dépenses. Donc, ça veut dire, en termes de moyens, on n'a plus de moyens par rapport à nos besoins. Si on a beaucoup plus de moyens, là, il y a un excédent ou encore un surplus, pourquoi pas. Il y a un excédent budgétaire dans ce cas. Donc, si vous voyez ici, quand on a l'équilibre, notre recette égale à la dépense, déficit, c'est que les recettes sont inférieures aux dépenses, mais excédent, la situation est catégoriquement inverse. Donc, est-ce que c'est bon? Je vois, il y a une question là. C'est qui? Pas pour l'autre. Oh, patron, on change compte du jour au lendemain? Ça est qu'on travaille business. On a les noms, pardon. Et est-ce que ça peut arriver dans tout pays qui gagne dans le monde là? Ou pas attendez? Je reste, c'est beaucoup de choses. Ah, my God. Ou pas attendez? Oui, dis-moi, patron. Est-ce que dans tout pays qui gagne dans le monde, leur recette est supérieure par rapport avec des dépenses vraies? Connexion pas pour l'autre gagne pas trop bon. Pas pour l'autre connexion pas bon, patron.
connexion pas pour le bien, n'est pas trop finement. Extra vite. OK. C'est correct? La question, est-ce que dans tout pays dans le monde là, recettes supérieures à des pensions? Généralement, oui. Généralement, oui. Très difficile pour ça pas arriver. Bon, de toute façon, tout pays en situation déficitaire. Parce que la situation déficitaire traduit clair que son pays qui a plus besoin par rapport à ça, le disposer comme ressource. Donc, si ça arrive trop grand excédent, ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Vous avez plus de ressources que de problème. Les ça, on va faire une épargne. On appelle ça épargne publique. OK? Et, mais si en cas où on fait un déficit, les ça, on appelle ça des épargnes. Donc, vous devriez faire appel à des moyens de financement pour financer les déficits budgétaires. Et vous allez voir dans les slides et après comment financer le déficit budgétaire, comment l'État finance ses déficits budgétaires. OK? Voilà ça dans le slide, puis devant, bon, on pense que dans le cours prochain. Ici, c'est que là, au niveau du budget, c'est qu'est-ce que fait l'État? Donc, pour mieux organiser les dépenses publiques, l'État fait ça rouler en classification budgétaire. Quand on parle de classification budgétaire, c'est que on classifie les différentes dépenses de l'État par secteur d'activité. Par exemple, dans tel secteur, combien on va investir, dans telle institution, combien on va investir, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut que le budget soit clair pour le Parlement. Donc, si c'est pas si clair, donc il y a un problème d'interprétation, donc ça donne un peu de problème. Parce que le législateur lui-même est supposé être capable de lire et comprendre tout ça. Et au parler d'un cadre principe budgétaire, il y a un principe qu'on appelle le principe de spécialité qui fait obligation au pouvoir exécutif, dans le cas d'élaboration budget, pour le faire à ce que tout ça soit clair. Donc, dans le cas ça, c'est que il y a deux types de classification. Il y a la classification institutionnelle et il y a la classification économique. Mais la plus importante parmi les deux classifications, c'est la classification institutionnelle. Donc, si vous regardez ici, donc, l'État y classifié différents ministères, ou encore différents ministères et directions déconcentrées en trois secteurs. D'abord, nous avons secteur économique, nous avons secteur social et culturel et nous avons secteur politique. OK? Et dans le budget, on va idem. Donc, on va montrer nos budgets dans le coup prochain et puis nous prenons ça. Pour me faire, c'est ça. OK. Ici, secteur économique. Donc, on va intégrer ici dans le secteur économique tous les ministères qui ont une fonction, on a dit, économique. Ici, si vous regardez, nous avons le premier ministère ici, c'est le ministère de l'économie et des finances, qu'on appelle le MEF. Le ministère de l'économie et des finances ici, c'est un ministère à vocation économique encore qui a une fonction plus ou moins économique. Nous avons le ministère de la planification et de la coopération externe. Donc, la planification, c'est toujours économique. Nous avons ici le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. C'est le MAR. Et nous avons le ministère du commerce et de l'industrie, le MCI. Nous avons le ministère de l'environnement
Et nous avons le ministère du Tourisme ici. Et nous avons le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, qu'on appelle le MTPTC. Et l'autre direction déconcentrée, plus ou moins économique, nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et tant d'autres. Pour le secteur plus ou moins social, oui, il y en a. Le patron, il y en a. Oui, il y en a. Est-ce que c'est... Ouvre ton micro, mon pote. Ou pas ouvrir le micro, hein, non, chef, là. Hein? Ouais. Mhm. Ouais. Ou parler bas, patron. Essayez de parler plus clair. Mhm. Alors, en fait, les facteurs qui vont occasionner des déficits, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, il y a des catastrophes naturelles qui pouvaient provoquer un déficit budgétaire. Par exemple, l'État prévoit que la pentrée, en montant dans un secteur, et le secteur ça vient toucher par une catastrophe naturelle. Automatiquement, prévision qui est faite sur ces cas pas possible parce que c'est que ça vient dans un secteur qui n'est pas productif à cause qu'elle frappée dans une catastrophe naturelle. Ça a toujours arrivé que pour son pays qui vient des situations difficiles. Donc, par rapport à la situation difficile que le pays a surmonté, donc il ne fait que besoin ou en pays. Pourtant, en termes de recettes, c'est difficile. Donc, ça va provoquer des déficits budgétaires. Généralement, c'est la situation interne, mais la situation externe aussi pourrait provoquer un déficit. Prenons au niveau de la douane. Donc, donc Haïti, il y a un commerce extérieur qu'il fait avec les États-Unis. Et les États-Unis sont en crise. Donc, si le pays est en crise, automatiquement, ça va affecter les importations du pays. Donc, pourquoi? Parce que la quantité de marchandises qui est entrer dans le pays n'est pas entrée encore à cause que les États-Unis sont en crise. Et ça va affecter les recettes douanières du pays. Et tout ça capable de provoquer un déficit budgétaire. Okay? Ou bien ça peut arriver que sont des projets d'investissement intéressants, etc. Et pourtant pas assez et recettes pour ça. Tout ça va provoquer des déficits budgétaires. Okay? Donc c'est les éléments qui ont provoqué des déficits budgétaires, mais surtout des imprévus qui ont provoqué des déficits budgétaires. Mais j'aime dire, c'est que les petits pays ou encore les pays qui n'ont pas assez de ressources sont toujours en situation déficitaire. Et même les grands pays, là, comme les États-Unis, le Canada, la France, tous sont des pays en situation déficitaire. Maintenant, ça dépend du niveau de déficit budgétaire par rapport aux recettes de l'État. Est-ce que c'est pas un niveau qui paraît un petit peu qui bat un peu le problème et nous parlons que dans le cas de l'autre slide, nous allons parler de comment financer des déficits et peut-être qu'il impacte le cas bien. Et parfois, c'est pas ça qui fait, et pas déficit à problème, mais c'est comment financer, mais qui occasionne la terme de problème. Et non un pays qui est en situation déficitaire, mais déficitaire parce que tu as construit un barrage électrique. Oui, c'est déficitaire, mais
barrage électrique pour faciliter que le pays a les compenser le déficit à l'avenir. Parce que son investissement va le retour sur lui. Mais si son l'argent que nous prenons fait carnaval et déficit budgétaire, là, ça, c'est notre problème. Est-ce que tu comprends? Et ça fait que c'est un peu élastique, pas une vérité absolue. Il y varie d'un pays avec l'autre, d'une situation avec l'autre. Donc, on va toujours faire déficit, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ça va dépendre de qui ça qui occasionne le déficit et comment tout le financer. Est-ce que tu comprends? C'est quoi la deuxième question? Est-ce que les bons pour un pays gain? Non, mais c'est ça, tout à l'heure, c'est un bail qui est normal. C'est normal parce que le pays est en situation d'insuffisance de fonds, encore de ressources. Souvent, les ressources assez, vous supposez toujours en situation déficitaire. Vous comprenez? Parce que déficit traduit que vous n'avez pas gagné assez par rapport à ce que vous avez souhaité faire. Vous supposez déficitaire ou pas capable excédentaire. Même si dans le cas de préparation budget, donc, bon, de toute façon, il faut l'équilibrer. Ou pas que là, on parle de déficit, c'est pas, ou pour qu'on a question de dons, pour qu'on a question de finance et prêts, etc. Parce que ni prêt ni don, c'est des moyens que utiliser pour compenser le déficit, pour corriger le déficit. Mais l'on a déficit, on a une ressource propre que le pays a gagné avec ça, le souhaité réaliser. C'est ça que fait dans la douane DGI. Et puis, par rapport avec ça, nous souhaitons faire comme activité. Et là, il y a déficit. Maintenant, qu'on a l'offre et appel avec don bien prêt, ça, c'est des moyens qu'on utilise pour compenser le déficit budgétaire. Donc, on peut corriger les déficits budgétaires. Mais ce n'est pas des ressources. Ce n'est pas des recettes, bien sûr. Est-ce que tu comprends? Ok. C'est clair? Hein? Ok. Thank you. Donc là, ici, c'est que le deuxième secteur là, c'est que c'est le secteur social. Ici, on met tous les ministères à caractère social ici. Vous voyez, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique. MJSAC, c'est le ministère de la Jeunesse, des Sports et Action civique. Nous avons le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes. Nous avons le ministère de la Santé publique et des populations. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons le ministère des Affaires sociales et du travail. Nous avons le ministère de la communication et de la culture. C'est pour ça que ça mettait MC, etc. Bon, le ministère de la culture et de la communication, bon, même si la communication, c'est un peu politique, mais comme la culture, c'est social et culturel. Et le ministère de la culture, le ministère des cultes, de préférence, des cultes, c'est un peu, là, on est beaucoup plus la civilité. Et nous avons UIH, parce que pourquoi je mets UIH? C'est parce que UIH, c'est une entité autonome. Donc, il n'est pas relevé du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est une entité autonome. OK? C'est une entité autonome. Et nous avons ACH, c'est quoi? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est ça? J'avais mis ça. Je ne me souviens pas, non? Est-ce que c'est. Non, je ne me souviens pas. Ok. ACH, c'est quoi? Oh, je ne me souviens pas.
Et puis nous avons le secteur politique. Donc pour le secteur politique, il y a le ministère de, il y a le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc c'est le ministère qui lui-même coordonne toutes les activités des collectivités territoriales. C'est le ministère, ici c'est MAV, c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Et ici, nous avons le ministère des Affaires étrangères. J'ai un mot du ministère des Affaires étrangères et des cultes, mais comme c'est deux qu'on met ensemble, le culte, c'est social, mais Affaires étrangères, c'est politique. Nous avons la présidence, donc politique, la primature, nous avons le Parlement, nous avons le CIP, ce qui est le Conseil électoral, et nous avons OPC aussi, qui organise la protection des citoyens, en fait, Office de protection citoyenne, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça on classe les institutions pour mieux faire les allocations des dépenses publiques. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Et vous allez voir ça dans le cadre au niveau du budget. Et puis, pour finir, il y a la classification économique. Donc, c'est pas la peine de retourner là-dessus. Donc, sur le plan économique, on classifie les dépenses en deux. Ces dépenses courantes qu'on appelle dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, comme je viens de préciser ça dans les deux grandes parties du budget. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Si vous avez d'autres questions. Kenley. Oui, mais pas de dépense. Sur qui ça? Oui, oui, dis-moi. C'est quoi? Nous attendons bien, nous avons une question pour nous plutôt. Pas mieux. Oui, je peux essayer maintenant. Oui, je pense pour être là. La façon que tu le parles, est-ce que c'est pas l'argent de ta dépense chaque année pour ta base? Pour service public, pour service public, tu pas de marché. Je très bien, non? Et vous, pas question pour moi. Moi, je pense ça, pour dépenses courantes, là. C'est pas l'argent l'État dépense chaque année pour faire service public. Par exemple, même payer par le fonctionnaire, la sécurité, est-ce que c'est pas ça? Ah, mais c'est ça, oui, ça me dit tout à l'heure, me dit, ou capable de dire dépenses courantes ou encore dépenses de fonctionnement. C'est des dépenses qui assurent l'offre des services publics, encore, c'est les dépenses qui permettent à l'État d'assurer sa pérennité en tant qu'institution, encore en tant qu'entité. Donc, ça fait quoi après? Il y a salaire, traitement, il y a achat des biens et des services comme des voitures, comme des ordinateurs, comme bureaux, tout ça. Il y a subventions, c'est des subventions que l'État les baille avec des institutions peut-être qui n'ont un secteur d'activité que l'État voulait prioriser ou encore que l'État voulait encourager par rapport à ses objectifs, ou encore par rapport à sa vision. Et puis, il y a les intérêts que l'État devrait payer sur ses dettes, également les services de la dette. Donc, ça fait que ça a aussi les dépenses que l'État fait pour assurer existence libre ou encore pérennité, les gens que nous sommes dit à l'heure. OK? Est-ce que
la dépense pour attraper, est-ce que dépense ça augmente cette période directement? L'État fait dépense ça. De quelle dépense? Quelle dépense? Dépense courante. Est-ce que, ou dis-moi que la question c'est? Oui, moment de est-ce que dépense ça augmente cette période directement? Par exemple, l'État fait dépense courante. Est-ce que l'augmenter PIB PIA? Oui. Oui, l'augmenter parce que pas oublier que les dépenses de l'État, c'est aussi un élément de l'équation de l'équilibre budgétaire, de l'équilibre macroéconomique. Donc, à niveau que l'État a une dépense qui est plus élevée, c'est à niveau que il y a plus de biens que services qui a consommé et il y a plus de revenus qu'il a gagné. Donc, ça pourrait favoriser l'augmentation de la demande globale. Et si la demande globale augmente, donc automatiquement la production va augmenter. Et non, si ma travaille dans l'État, mon revenu qui est beaucoup plus élevé. Mon revenu beaucoup plus élevé, dit que je vais acheter plus biens que services. Ça veut dire que je vais encourager plus de production biens que services. Et pas oublier que le PIB aussi, c'est la somme des revenus gagnés. Si les revenus gagnés par les fonctionnaires publics augmentent, catégoriquement, le revenu national a augmenté sur le plan global. Donc, c'est simple, mais la seule chose, les dépenses d'investissement sont beaucoup plus incitatives par rapport aux dépenses de courant. D'abord, les dépenses d'investissement, il a encouragé plus d'activité et des plus à l'avenir, les banques et l'État ont possibilité de gagner plus de recettes comparativement avec dépenses courantes. Je comprends. Et comme tu as dit, si ça arrive que son individu m'achète plus maillot pour me mettre sur moi, est-ce que le pays va augmenter? Oui, il va augmenter. Mais ce n'est pas de façon significative. Pourquoi? Parce que c'est peu de choses et d'ailleurs, ça réduit son capacité pour consommer et à l'avenir. Mais si ça arrive que, en disant, c'est même comme ça qu'on pourrait remplacer. Ça, c'est une autre situation. Parce que la bonne possibilité pour consommer dans le futur et augmenter votre capacité de consommation dans le futur. Si tu comprends. Et c'est, eh bien, c'est ton plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent. Nous faisons vraiment un bon moment ensemble. Et parce que le prochain cours, on va parler un petit peu de principes budgétaires où vous allez voir les différents principes nécessaires. Oui, on voit déjà, du coup. Pourquoi on voit déjà? Pas ça, guys. On voit déjà. Eh bien, ok, guys, thank you so much. Et puis, on se voit à la même heure jeudi. Bon, s'il le faut, jeudi, on devrait clôturer avec les séances en ligne. OK? Et puis, oubliez de voir, il faut me corriger, oubliez, vraiment oublier ça. Je fais un oublier ça, m'a géré ça, m'a géré ça. Ménage la peut-être, on va pas oublier. Ah, je connais. Allez, ok, guys, thank you.